Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de plein de choses. Donc la première partie de la vidéo, on va discuter tout ce qui est ratio financier, tout ce qui est jargon boursier, tout ce qui est jargon macroéconomique. Donc mes amis m'ont dit qu'il y a plein de termes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas quand ils regardent des émissions économiques ou boursières. Donc petite vidéo pour vous parler de tout ça, expliquer les termes techniques. Comme ça, vous saurez de quoi on parle. Et puis, ça tombe bien, contenu de la chaîne pour les débutants, pour ceux qui commencent, pour ceux qui s'intéressent au stock picking, aux actions, à la bourse, ça sera très bien pour vous. Après, on va réagir sur l'actualité avant de réagir sur quelques tweets comme d'habitude. Donc, on commence par le PE, Price to Earning, donc le prix sur bénéfice. C'est un des ratios les plus utilisés. Donc, Price to Earning, donc c'est le prix de l'action sur le marché divisé par ses bénéfices. Ça marche aussi sur la capitalisation boursière, sur le profit net, en gros le bénéfice net. Parce que c'est juste une simplification. Earning per share, c'est le bénéfice par action. Si on le multiplie par le nombre d'actions et en haut on multiplie le prix de l'action par le nombre d'actions, ça nous donne en haut la capitalisation boursière, prix de l'action fois le nombre d'actions, et en bas ça nous donne le bénéfice net, le nombre d'actions fois le prix, fois le bénéfice par action. Donc c'est une petite simplification. Soit on prend la capitalisation boursière, on divise par le bénéfice net, c'est très rapide. Soit on va chercher le prix par action, on va chercher le bénéfice net par action et on fait la division. Donc on prend un exemple. L'Oréal par exemple, petite pépite. On voit qu'elle a 31 cours sur bénéfice. Cours sur bénéfice 31. Ça veut dire que 31, c'est le rapport de 374,5 divisé par son bénéfice net. Donc son bénéfice net, il doit être vers les 34 à la louche. Pardon, je dis n'importe quoi. Il doit être vers les 10, 11, 12, quelque chose comme ça. Donc ça donnerait un ratio de 32, 31, 31,5. Deuxième ratio, c'est le forward PE. Parce que le PE normal, vous trouverez toujours entre parenthèses TTM, Trailing 12 Months, sur les 12 mois glissants, c'est-à-dire sur l'année actuelle. Mais la plupart du temps, surtout pour les entreprises qui sont en forte croissance, on parle de forward PE. C'est le prix divisé par les bénéfices futurs estimés. Donc le prix actuel divisé par le prix estimé par action. C'est à peu près la même chose, mais là, les bénéfices, on prend les bénéfices futurs. Le PEG ratio. Le PEG ratio, c'est le Price Earning to Growth. C'est le prix divisé par les bénéfices, redivisé par la croissance. Donc si par exemple le L'Oréal a une croissance de, allez, disons 5%, bah, on va prendre 31 et on va le diviser par 5. 31 divisé par 5, ça va nous donner à peu près 6. C'est un ratio est très, qui montre que l'action est très surévaluée par rapport à sa croissance. Normalement, un price to ratio bien, c'est 1. Un price to earning growth qui commence à être très surévalué, c'est 3 ou plus. Sous 1, c'est que c'est très bien. Je vous donne un exemple. AMD, elle se valorise à 25 fois les bénéfices futurs. Si on estime que la croissance des bénéfices sur les 3 ou 4 prochaines années est de 25% par an, c'est 25 sur 25, ça nous donne 1. Je vous donne un exemple. Mais après, ça vient avec tous les risques adjacents. Ce PEG, il n'est pas très utilisé, mais ça nous donne une idée un petit peu sur les perspectives de croissance, et c'est Peter Lynch qui l'a introduit dans son livre. Le free cash flow, le flux de trésorerie libre, ou le flux de trésorerie disponible. Si vous avez fait un petit peu de comptabilité, ça veut dire l'argent qui reste à la fin, qu'on peut utiliser pour payer un dividende, rembourser la dette, ou mettre dans la trésorerie. Dans la trésorerie, c'est-à-dire les réserves de l'entreprise. C'est le ratio le plus important à vérifier. C'est ce que l'entreprise réalise réellement comme cash, comme argent à la fin. Donc, comment on le calcule? FCF, c'est free, pardon, free cash flow, voilà. Donc, ça vient du cash issu des opérations, operating cash flow, ou sinon, il a un autre nom, cash flow from operating activities. On enlève le CAPEX, qu'on l'expliquera plus tard, capital expenditure.
Normalement, on enlève aussi les intérêts et on additionne les intérêts perçus. Mais globalement, c'est le cash issu par les activités ou par les opérations, moins le CAPEX. Price to book. Price to book, c'est le prix par rapport aux actifs nets. Exemple, vous avez un magasin. Le magasin, il vaut réellement, l'actif net vaut réellement 100 000. Si l'entreprise qui fait tourner le magasin se négocie à 150 000, bah dans ce cas-là, le price to book, c'est 1,5. Si l'entreprise fait faillite et qu'on vend tous nos actifs, bah, on n'aura pas exactement le prix de la capitalisation boursière. Si on fait faillite, on aura 100 000 alors qu'on se négociait à 150 000. Par contre, ça, c'est les entreprises industrielles ou avec des actifs tangibles, des bâtiments. Quand on parle de tech, l'actif tangible, il est surtout composé de brevets. Ce n'est pas vraiment des actifs réellement tangibles. Et la plupart de la prime de la capitalisation boursière vient de la croissance et vient des perspectives d'avenir et de croissance. C'est pour ça que le book value dans les entreprises technologiques est très bas par rapport à la capitalisation boursière. Capitalisation boursière aussi, c'est market value, c'est-à-dire le prix au marché. Donc, exemple 9, alors que ça, là, c'est 1,5. Alors, capital expenditure. Je vous explique. Le CAPEX, capital expenditure, c'est Ending PP&E. En gros, c'est ce qu'on espère avoir comme revenu par rapport aux actifs existants, moins PP&P, c'est-à-dire ce qu'on espère acheter comme actif nouveau pour la croissance, plus la dépréciation. Donc CAPEX, retenez juste le fait que c'est les dépenses en investissement pour capitaliser sur le business. Supposons par exemple, Amazon. Amazon, ils ont un segment AWS, Amazon Web Services, c'est du cloud. Pour développer Amazon, bah, le management va mettre en CAPEX une grosse somme où ils vont développer des data centers, ils vont développer euh, des sources d'énergie, des machins pour faire augmenter la capacité d'AWS et de capitaliser sur la croissance d'AWS. Par contre, c'est des dépenses d'investissement. Des dépenses d'investissement qui servent la plupart du temps à de la croissance. Parce qu'il y a le OPEX, c'est l'Operation Expenditure, c'est la partie qui est juste nécessaire au bon fonctionnement. Si on enlève l'OPEX, on ne fonctionne plus. Le buyback. Quand vous entendez buyback, ça veut dire rachat d'actions. Si vous avez une entreprise, par exemple, où il y a 100 parts, et chaque part vaut 1 euro, la capitalisation boursière de toute entreprise, c'est 100 euros. Okay. Supposons que vous êtes actionnaire à hauteur de 5%. Vous avez 5 parts à 5 euros. L'entreprise, à la fin, elle réalise un bénéfice, elle réalise, supposons, 10 euros. Ben, elle décide de faire un rachat d'actions. Un rachat d'actions, elle va acheter 10 actions au marché à 10 euros et elle va les supprimer. Du coup, sur le marché, il n'y aura plus que 90 parts. Donc 90% des actions qui vont rester disponibles sur le marché. On est d'accord. Donc vous aviez 5. 5 sur 100, c'était 5%. Maintenant, 5 sur 90, c'est 5, quelque chose. Donc, littéralement, vous aurez plus de parts dans l'entreprise. Et de facto, votre part qui valait 1 euro, ben, elle vaudra plus parce que la capitalisation boursière n'est pas censée changer. Par contre, le prix par action change parce que le multiple nombre d'actions baisse. Et du coup, vous, en tant qu'actionnaire, vous vous retrouvez avec des gains. Sauf que ce n'est pas taxé et il n'y a pas de flat tax sur le dividende ni quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui casse la tête aux débutants. ROI, ROA, ROIC, ROCE. Donc, ROE, c'est Return on Equity. ROA, Return on Asset. ROIC, Return on Invested Capital. ROCE, c'est Return on Capital Employed. Donc, Return on Equity, c'est retour sur capitaux propres. On prend les bénéfices nets, on divise par les capitaux propres. Capitaux propres, c'est les actifs moins la dette. Donc, c'est la partie de l'actionnaire. C'est en haut à droite dans un bilan, partie passif. Return on asset, donc on prend les bénéfices nets, on divise par tous les actifs pour voir comment l'entreprise s'est déployée son actif total. Return on invested capital, donc là, on parle plutôt d'EBIT divisé par le passif.
et par l'actif aussi. Return on capital employed, donc là, l'EBIT divisé par les actifs nets, donc total assets minus current liabilities. Donc, retenez juste que pour chaque sorte d'entreprise, on a certains ratios à considérer. Pour les banques, c'est l'equity qu'il faut prendre. On ne veut pas de dette. Donc, on veut les capitaux propres et on veut leur performance à eux. Donc, ROE. Pour des entreprises comme la tech ou comme des entreprises avec des capex considérables, c'est plutôt ROIC ou ROCE. Voilà donc pour les ratios financiers, on a parlé des plus importants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur commentaire, je vous expliquerai bien volontiers tout ce que vous voulez. Donc maintenant, on va parler du jargon macroéconomique. Alors, quand vous entendez parler de taux directeur, qu'est-ce que c'est qu'un taux directeur? Un taux directeur, c'est tout simplement le taux que la Banque centrale fixe pour prêter de l'argent aux banques. Tout simplement. On appelle ça le taux de dépôt. Et du coup, actuellement, le jeudi dernier, ils l'ont baissé de 0,25 points de base, donc 0,25%, pardon. Ils l'ont baissé à 2,25% actuellement, donc très bas. Il était négatif à un certain moment, regardez bien, donc incroyable. Ce taux-là, c'est le taux qui influe sur les banques pour les taux d'emprunt, pour les taux de crédit, tout ça. Sauf que ce taux-là, il vient après avoir été influencé par ça. Ça, c'est les taux d'obligation d'État. Donc, quand vous parlez du 10 ans, par exemple, sur une émission, vous allez entendre le 10 ans, c'est détendu. Le 10 ans, c'est détendu. En gros, le 10 ans a baissé. Mais qu'est-ce que c'est que le 10 ans? Le 10 ans, c'est le taux d'obligation d'État à 10 ans qui baisse. En gros, l'obligation d'État du secteur ou du pays concerné à 10 ans baisse, c'est-à-dire que le prix monte. Dans ce cas-là, on parle d'une augmentation de la valeur de l'obligation. La même chose pour le 30 ans ou pour le 2 ans. Il y a plein d'autres obligations, mais les plus importantes, c'est ces trois-là. Là, dans l'image, par exemple, on voit que le taux d'obligation à 10 ans des États-Unis, l'obligation américaine, baisse de 3,5%. Ça, c'était au début de la crise, c'est pas actuel. Le 30 ans baisse de 1,19% et le 2 ans baisse de 1,6%. Et regardez, c'est très logique. Pour 2 ans, on a une prime plus basse que pour 30 ans. Donc pour 2 ans, on prête à 3,84. Pour 30 ans, on prête à 4,49. Ce qui est logique. Il y a plus de risques à 30 ans qu'à 2 ans. Par contre, en phase de récession, le 2 ans devient... quand il y a problème économique, parfois le 2 ans, le taux à 2 ans explose à la hausse par rapport au taux long terme 10 ou 30 ans, notamment en cas de récession. Pourquoi? Parce que le 10 ans et le 30 ans deviennent des valeurs refuges, tout le monde les achète, donc leur prix monte et le rendement baisse. Du coup, le rendement du 10 et du 30 ans devient plus bas que celui du 2 ans. Parce que personne ne veut prêter à 2 ans, il sait qu'il va retrouver son argent dans 2 ans, mais il ne saura pas où l'investir. Tout sera à roi des pâquerettes. Donc lui, il veut se réfugier dans des vrais actifs long terme, 10 ans, 30 ans. Ça, c'est juste pour le côté terme. On a l'équivalent en France, OAT, obligation assimilable au trésor. Même chose, il y a du 10 ans, du 30 ans, du 2 ans. Et la plupart du temps, la banque centrale de la zone suit ce taux-là. Parce que le taux à 10 ans, c'est le taux que les investisseurs sur le marché s'accordent pour mesurer l'inflation. Alors, on a des termes. Vous entendez par exemple, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, est sortie avec un ton dovish ou avec un ton hawkish. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, hawkish et dovish, en anglais, en français, hawkish c'est faucon, dovish c'est colombe. C'est juste des termes pour montrer le comportement vis-à-vis des taux d'intérêt. Un comportement hawkish, c'est un comportement faucon, c'est un comportement qui est dur et qui incite à augmenter les taux d'intérêt. Tandis qu'un comportement dovish, colombe, est un comportement plus doux et accommodant envers les marchés et qui favorise la baisse des taux d'intérêt. Donc bien sûr, quand on dit baisse des taux d'intérêt, la monnaie est moins rémunérée, donc c'est négatif pour la monnaie, pour le currency. Et inversement, si on rémunère plus, si on augmente les taux d'intérêt, les gens vont être plus susceptibles à venir acheter les obligations qui rémunèrent ces taux d'intérêt-là.
Donc, ils vont passer dans la devise concernée, ils vont acheter plus de devises et la devise va augmenter. Donc, c'est positif pour la devise. Par contre, on sait que les intérêts hauts arrêtent l'économie et enlèvent l'inflation, alors que les taux bas stimulent l'économie et peuvent créer une certaine inflation, donc chasser la déflation. Je vous, je vous ferai une vidéo que pour cette diapo où j'expliquerai tout ça bien en détail. Par contre, ce sera très technique. Donc, vous entendez aussi des termes comme quantitative easing. Quantitative easing, c'est quoi? Déjà, le quantitative easing s'inscrit dans une politique Colombe. Rappelez-vous, dovish. Rappelez-vous, accommodante envers les taux d'intérêt. Donc, la Banque centrale, quand elle veut faire du quantitative easing, elle veut donner de la liquidité au marché, faire baisser le taux d'intérêt, inonder les marchés financiers obligataires de liquidité pour stimuler l'économie. Comment elle va faire? Elle va acheter tout simplement les obligations d'État ou les obligations bancaires. Comme ça, elle prend des bouts de papier, elle les achète, donc elle donne de l'argent qu'elle imprime. Ces bouts de papier, elle va les garder dans son bilan, elle va donner des billets à la France, par exemple. La France veut utiliser ces billets pour subventionner des parties de l'économie, pour donner des chèques ou des aides ou toutes sortes de stimulus. Alors que les banques, elles vont prendre l'argent qu'elles ont échangé contre les bouts de papier obligations. Cet argent, elles vont la prêter, stimuler l'économie, aider les gens à investir. Et tout ça avec des taux d'intérêt plus bas qui, du côté du consommateur ou de l'investisseur, vont les pousser à plus aller chez les banques. Voilà comment on fait du quantitative easing. Le quantitative tightening, maintenant, c'est l'inverse. Donc, on veut enlever la liquidité du marché parce qu'il y en a trop, parce que ça crée une certaine inflation. Comment on va faire? On va commencer à vendre nos obligations d'État ou nos obligations bancaires. On va commencer à les vendre et reprendre l'argent qu'on a émis et la détruire. Ce qui fait baisser la masse monétaire. Tout ça, je vais l'expliquer dans la prochaine vidéo. Baisse de la masse monétaire, donc la monnaie a plus de valeur. Tout ça en freinant les personnes pour investir en augmentant les taux d'intérêt. Donc, désinflation, voire déflation si on pousse trop loin. Alors, maintenant, on passe au jargon du trading. Jargon boursier, jargon Twitter, tout ça. Donc, bearish, ça vient de beer. Ça vient de ours. Pourquoi on dit bearish? Bearish, c'est quand on a un sentiment baissier sur les marchés. L'ours, pour taper ou pour attaquer, il fait comme ça avec ses griffes. Du haut vers le bas. En gros, ça baisse. Bullish, en inverse, ça vient de bull. Bull, c'est taureau. Le taureau, pour attaquer, il fait comme ça. Du bas vers le haut, avec sa tête. C'est pour ça qu'on dit bullish, quand on a un sentiment optimiste envers les marchés. Donc bearish, ça baisse. Bullish, ça monte. BOJ, Bank of Japan, la banque centrale japonaise. BCE, Banque centrale européenne. BOC, Bank of Canada. BOE, Bank of England. Break-even. Break-even, c'est le point mort. Quand les gens font du trading, ils rentrent sur une position, supposons Tesla est à 240, ils savent que ça va monter, par exemple, ils rentrent à 240, ils mettent un break-even, pardon, ils mettent pas de break-even, ils rentrent à 140, leur break-even c'est 140. C'est le point où ils perdent pas d'argent. Par contre, ils vont mettre un stop loss, par exemple à 235, comme ça, si ça monte, ils prennent les gains jusqu'à la limite qu'ils ont définie. Et si ça rebaisse et que leur plan est cassé, bah c'est un stop loss, hop, ils sortent de la position avec moindre perte. Forex, foreign exchange. Scalping, c'est le trading à très court terme. Broker, c'est courtier. Donc range, c'est des figures techniques, ça c'est pas très important. Money management, le fait de gérer son argent, par exemple, pour les traders, moi je fais pas de trading, mais pour les traders, 3% de money management, ça veut dire que si on rentre sur Tesla à 240, le stop loss doit être 3% en bas. Donc on perd 3%, c'est pas grave. Voilà, donc il y a certains autres termes. N'hésitez pas à proposer en commentaire, et puis on peut en discuter ensemble. Donc ça, c'est les plus tendances sur X Twitter. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'actualité. J'ai trouvé cette image qui m'a fait rire. Donc dès qu'il y a un rebond des marchés, il y a Trump qui vient et qui dit ah comme c'est dommage, ça serait dommage que quelqu'un ne fasse pas de tweet, parce qu'à chaque fois que ça monte, tweet met un truc et ça redescend juste derrière. Bah justement, il y a eu des infos hier.
Donc juste entre guillemets, on est le 24, hein, moi je vous fais la vidéo, c'est le 24. Il y a eu des infos hier. Trump a dit qu'il voulait pas finalement virer le président de la Fed, Jérôme Powell. Il était juste pressé qu'il baisse les taux d'intérêt. Il a aussi dit que les tarifs, la taxe douanière avec la Chine étaient trop hautes et que ça allait à un moment ou à un autre être rebaissé parce que là c'est littéralement un embargo. Donc il a dit que la porte était ouverte, grande ouverte, même. Wide open. Tesla a fait état de ses bénéficiaires, des bénéfices poubelles, parce que le secteur est un secteur poubelle. Par contre, qui sait, peut-être que c'est les prochains Amazon. Parce qu'Amazon, faut pas oublier qu'à un certain moment, 2022-2023, ils étaient en bénéfice négatif. Bénéfice négatif, ils faisaient pas de bénéfices. Par contre, c'est une grande entreprise qui était valorisée à plus d'1 trillion. Donc là, ils sont au ras des pâquerettes, décroissance sur tous les segments, pas de bénéfices, enfin un petit bénéfice, mais ça fait pas rêver. Peut-être qu'ils vont faire de l'Optimus, des robots taxis, des trucs de dingue, je ne sais pas. Par contre, moi, j'approche pas Tesla. Le plus important, c'est juste que Musk a dit qu'il va se calmer sur Doge et être plus impliqué sur Tesla. Par contre, même avec les états financiers poubelles qu'ils ont présentés, 6% en pré-market, ça a fini à 5,5% parce que là j'ai vu comment ça a fini. Du coup, comme Trump a reculé sur les tarifs douaniers avec la Chine et qu'il veut plus virer Jean Powell, les marchés étaient verts. Tout était très vert. Le CAC a même été à 3% à certains moments. Même chose pour le S&P, même chose pour le Nasdaq qui était à 4% à certains moments. Par contre, ça s'est dégonflé. Devinez pourquoi? Twitter. Parce que Bessent, le secrétaire du Trésor américain, a dit on a parlé de la Chine, mais il n'y a absolument aucune offre. Et aucune offre pour baisser les taxes douanières. Du coup, tout se dégonfle. Parce que, comme d'habitude, petite manipulation par-ci par-là. On ne sait pas de qui profite le crime, mais bon. Donc on a fait une vidéo, on a parlé du jargon financier, des termes techniques. J'ai pas été trop en détail pour essayer de pas vous perdre. On a parlé de l'actualité, et puis voilà, si vous avez des remarques, n'hésitez pas en commentaire, et puis à bientôt.